Bienvenue pour la seconde partie de notre programme pour faire un tour d'horizon de l'actualité européenne. Nous recevons une femme de caractère, Catherine Lalumière, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois députée, ministre. Vous avez aussi eu pour fonction secrétaire générale du Conseil de l'Europe, vice-présidente du Parlement européen et vous présidez actuellement la Maison de l'Europe et même les fédérations françaises des Maisons de l'Europe, alors où on peut trouver toutes sortes de documents pour se renseigner sur l'Europe et puis des débats publics aussi pour vivre l'Europe au quotidien. Une grande européenne, donc fervente avocate d'une citoyenneté européenne. Mais comment elle se porte en 2016, cette citoyenneté? Mal. Elle se porte mal. Indéniablement, il y a un divorce entre le projet européen et un grand pourcentage des citoyens. Et il y a des raisons à ça. Il faut corriger certaines erreurs qui ont été commises et puis peut-être développer certaines choses. Je crois que le projet européen a été, comment dirais-je, modifié et amoindri au fil des années. On en a fait un projet purement économique, pour ne pas dire matérialiste, avec l'argent comme critère de la réussite. Le bien-être pour seul objectif. Le bien-être, ce serait pas mal. Mais derrière le bien-être, qui est plutôt souhaitable, c'est l'argent. Le critère de la réussite d'un pays ou d'un individu, c'est finalement l'argent. Je schématise un peu, mais c'est ça. Alors que le projet européen, initialement, après la Seconde Guerre mondiale, était un projet beaucoup plus ambitieux que simplement l'économie et les gains d'argent. C'était un projet de société qui prenait exactement le contre-pied du modèle hitlérien, du modèle totalitaire. Alors parlons-en de ce modèle, justement, puisque vous venez de faire référence à une phrase qu'on retrouve dans la bouche de Boris Johnson. Vous savez qu'on parle beaucoup du Brexit. C'est le leader du camp du Brexit. Il veut que la Grande-Bretagne quitte le bateau et que se retrouve bientôt à 27. Et il a fait un raccourci entre l'Union européenne qui, selon lui, emprunte le chemin d'Hitler et de Napoléon. Mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Mais Boris Johnson est un homme, un provocateur, qui a le souci de sa carrière. Bien, bon, ça le concerne, mais j'ai du mal à le prendre au sérieux, véritablement, parce que bon, il cherche toujours des formules choc et il cherche à dépasser son camarade, si on peut employer ce terme en l'occurrence, de Cameron. C'est une affaire entre eux. Mais son rival politique pour le parti, voilà, en fait, conservateur. Voilà. Mais vous dites, j'ai du mal à le prendre au sérieux, mais les Britanniques commencent à le prendre au sérieux parce que les sondages sont très serrés pour le 23 juin sur le référendum. Vous craignez une issue négative ? Je ne souhaite absolument pas que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Comme beaucoup de Français, je suis parfois exaspéré par ces Anglais infernaux, etc., etc. Bon, ça, bien sûr. Mais quand on réfléchit 2 minutes, on se rend compte que la présence du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est bon pour l'Union européenne, mais c'est aussi, sans doute, et j'en suis convaincu, bon pour le Royaume-Uni. Et pas seulement du point de vue économique, vous pensez à la défense, vous pensez à d'autres secteurs. Bien sûr, il y a tout un ensemble de faits qui expliquent, ce serait long à détailler, mais que le Royaume-Uni a sa place à l'intérieur de l'Union européenne. S'il sortait, ce serait une série de complications, et pour eux et pour nous. Donc, c'est-à-dire quel genre? D'autres tenter de sortir Alors, il y a ça, vous avez raison, c'est-à-dire que ça pourrait être un facteur de désintégration de l'ensemble de l'Union européenne et une régression. Et tous ceux qui sont déçus de certaines erreurs commises par l'Union européenne ou de certaines insuffisances auraient des yeux pleins de larmes, parce que ce serait beaucoup plus négatif pour eux.
Alors, en effet, il y a aussi une phrase cette semaine de Nicolas Sarkozy. Le débat sur le Brexit est une façon de refonder l'Europe. Est-ce que vous trouvez qu'à partir d'une crise interne qui a été déclenchée par un seul pays, on va trouver des bases solides pour finalement une politique plus d'intégration tout d'un coup ça vous paraît sérieux ? À quelque chose, malheur est bon. C'est un vieux proverbe et ça peut être vrai. Au passage, je dirais que je ne compte pas sur l'ancien président de la République pour nous sortir des difficultés. Il n'est pas de votre famille politique, hein. Vous êtes... Il n'est pas de ma famille politique, mais je ne suis pas quelqu'un de sectaire et qui attache une importance déterminante aux étiquettes politiques. Non, c'est plutôt les personnalités qui, pour moi, comptent. Pas un grand Européen, Sarkozy, vous dites ? Je ne crois pas que ce soit un grand Européen, encore que pendant la présidence française de l'Union européenne, il a géré les dossiers de politique internationale de façon tout à fait correcte, de mon point de vue. Donc, je le répète, je ne suis pas quelqu'un de sectaire, mais je ne compte pas sur l'ancien président Sarkozy pour nous sortir des difficultés. Alors, donc, est-ce qu'on va pouvoir finalement avoir ce petit groupe pour plus d'intégration et refonder cette Europe ? On peut s'acheminer vers une Europe, je dirais, à deux vitesses. Les plus favorables à l'intégration, au premier rang desquels l'Allemagne et la France, pourraient constituer un cercle plus restreint de gens qui veulent vraiment une intégration poussée. Et puis, il y aurait un cercle plus large avec des participants plus timides. Alors, dans lequel serait le Royaume-Uni. Autre participant qui désormais est très présent dans les conseils européens, bien sûr, la Turquie, puisque nous avons scellé un pacte avec la Turquie pour qu'elle prenne en charge la crise des réfugiés avec ce compromis. Et en échange de quoi, eh bien, nous leur avons promis des visas assez rapidement. Simplement, ça bloque du côté de Recep Tayyip Erdogan, qui en contrepartie devait modifier sa loi antiterroriste, qui est quand même jugée beaucoup trop musclée par les Européens, et il ne veut rien faire. On en est où ? On en est qu'on aurait pu éviter cette négociation avec la Turquie si les pays européens avaient été un peu plus ouverts à l'accueil des réfugiés. En fait, nous payons l'égoïsme et le manque de solidarité de la plupart des pays européens, sauf l'Allemagne. Vous incluez la France ? J'aimerais pouvoir vous dire que je n'inclus pas la France. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, on n'en a pris que quelques centaines pour l'instant dans les faits des réfugiés en question. Alors, oui, mais on a finalement été bien contents que les grandes masses soient dérivées vers la Turquie. Donc, si quelqu'un comme la chancelière Angela Merkel a été favorable à la négociation avec la Turquie, c'est pas qu'elle avait une très haute idée de la Turquie, c'est parce que c'était le seul pays qui pouvait désengorger les flux de réfugiés venant vers l'Europe. Et vers l'Allemagne à travers la Grèce. Alors, rappelons que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan est un pays candidat. Il a ouvert ses négociations d'adhésion en 2005. Elles sont accélérées d'ailleurs grâce au fameux pacte de l'Union européenne avec la Turquie. Et pourtant, les manquements démocratiques se multiplient dans cette Turquie, comme nous le montre tout de suite ce reportage. Dans les premières années au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en tant que Premier ministre, la Turquie veut se rapprocher de l'Europe et atteindre ses standards en matière de droits de l'homme. Mais très vite, le gouvernement est accusé de sombrer dans l'autoritarisme. Relégué à la 151e place sur 180 dans la liste des pays respectant la liberté de la presse, la Turquie est sur le banc des mauvais élèves.
L'opposition dénonce une presse muselée, comme le montre l'exemple de mars dernier, quand les autorités turques prennent le contrôle du journal Zaman, premier quotidien du pays, contrôlé par l'ennemi historique du président, l'imam Fethullah Gülen. Cet ancien allié de l'AKP et plus de 60 membres de sa confrérie font aujourd'hui l'objet d'un procès, accusés d'avoir voulu renverser le gouvernement. Nous avons des dizaines de représentants des médias en prison. Nous avons beaucoup de journalistes attaqués, agressés par les forces de sécurité de l'État quand ils couvrent des manifestations. Le président turc montre également une certaine intolérance envers les dissidents politiques, notamment depuis la répression du mouvement de contestation débuté Place Taksim en 2013. Les revendications s'étendent au pays tout entier pour dénoncer la politique conservatrice et la répression du gouvernement. La communauté internationale pointe aussi du doigt la répression des minorités kurdes, mises en danger par le revers électoral des législatives de 2015. Recep Tayyip Erdogan a mis fin au processus de paix avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, entraînant une escalade des violences et la mort de nombreux civils. Catherine Lalumière, notre nouvelle alliée, meilleure amie, n'est pas très fréquentable, surtout au regard de ce qu'on lui demande de faire en faveur de réfugiés. Je dois dire que je suis, comme beaucoup de gens, navré de voir l'évolution du régime et du président Erdogan. C'est une régression très importante par rapport au point où était arrivée la Turquie en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Certes, ce pays n'a pas été à la pointe des valeurs démocratiques, c'est malheureusement vrai, mais on pouvait espérer que de progrès en progrès, la Turquie se rapprocherait des standards européens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ces derniers mois, le président Erdogan a régressé de façon assez dramatique. Alors justement, il y a 30 ans, vous-même, vous signiez le fameux accord de Schengen. Oui. Il y a plus de 30 ans, même, avec 4 autres secrétaires d'État RFA et pays du Benelux. Oui. Aujourd'hui, fragilisés clairement par la crise, le terrorisme, avec l'autorisation pour 5 pays de rétablir des contrôles aux frontières s'ils en éprouvent le besoin. Enfin, bon, où va Schengen ? Alors, dans l'accord de Schengen, il était prévu que, dans des circonstances exceptionnelles, on pouvait rétablir des contrôles aux frontières entre pays européens. Donc, on n'était pas complètement dans les nuages. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Simplement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les accords de Schengen sont un progrès considérable. Et si on supprime Schengen, si on rétablit les frontières systématiquement les frontières nationales, on régresse énormément. Et croyez-moi, les protestations seront nombreuses. Pensez à tous les camionneurs qui passent leur temps à franchir les frontières, les étudiants, nous tous, touristes ou travailleurs, nous passons notre temps à passer de la France en Allemagne, en Belgique, en Espagne, etc. Et si on rétablit durablement les contrôles aux frontières nationales, on régresse. Alors, parlons de la grosse actualité de ce week-end, les élections en Autriche, avec cette montée de l'extrême droite du FPÖ qui semble irrésistible. Comment vous l'analysez ? C'est malheureusement un mouvement que l'on voit ailleurs qu'en Autriche. C'est la montée des nationalismes. C'est une des manifestations de la crise des sociétés européennes. Et des réfugiés peut-être aussi. La manière dont on accueille les réfugiés traduit la même tendance qui sous-tend le retour des nationalismes. C'est la tendance au repli sur soi, à la peur de l'autre, à la fermeture. C'est très malsain pour l'Europe, cela. Ça ne peut nous conduire qu'à des échecs successifs. L'Europe s'est construite au fil des siècles par l'ouverture au monde.
Elle s'est enrichie, quelquefois enrichie financièrement, mais aussi intellectuellement, en empruntant beaucoup d'idées, beaucoup de choses au reste du monde. Si elle se ferme dans des frontières, elle dépérit. L'Europe est en train... C'est la solution préconisée aussi par des mouvements comme le Front National en France. Bien sûr. Ce mouvement qui est en Autriche, vous le retrouvez en France. Et allié d'ailleurs au Parlement européen avec le FN. Mais bien sûr, ce sont c'est la même attitude, c'est la même philosophie. On se ferme, on se ferme, on se ferme, au prétexte de se défendre. L'autre est une menace, l'autre, on n'en veut pas. On se ferme aux réfugiés, on construit des murs pour se protéger. Et cette attitude qui se développe aujourd'hui en Europe, c'est celle qui a conduit dans les années 30 à ce qu'a été le nazisme ou le fascisme. C'est terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Et de voir la montée de ces nationalismes, de cette xénophobie, de ce manque de solidarité, c'est le contraire du projet européen. C'est un retour en arrière. Nous avons connu des périodes de l'histoire de l'Europe où on avait ces réactions-là. Cet hyper-nationalisme. Et ça ne nous a pas réussi. On comprend que finalement, mais ça a été au lieu une catastrophe. S'enrichir, on dépérit. Catherine Lalumière, merci de cet éclairage. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur notre antenne pour plus d'informations.